L'anecdote est folle, mais elle est complètement vraie. Il y a quelques semaines, au week-end de Pâques, j'étais en Pologne à Varsovie avec un copain. Et samedi soir, dans un bar, on se retrouve à discuter avec deux Polonais, un frère et une sœur. Alors, d'abord, on comprend rapidement que les deux sont de la frange plutôt conservatrice du pays, qui détestent les Ukrainiens et qui disent qu'ils se sentent plus chez eux à Varsovie à cause de tous ces migrants venus de Kiev. De Kiev! Puis on se retrouve assez vite à parler de leur idole, Jan Paweł II, Jean-Paul II. Et moi, à ce moment-là, je suis un peu saoulé par leur discours. Alors je vais les provoquer un petit peu en les interrogeant sur le pape François qui a fait de la défense des migrants un des grands combats de son pontificat. Et la meuf de me répondre « Non mais lui c'est un mauvais, il embrasse les pieds des prisonniers, des musulmans, c'est honteux pour un pape. Jamais Jan Paweł II n'aurait fait ça. Jamais Jan Paweł II n'aurait fait ça. » Et là, je lui réponds, et je vous assure que c'est vrai, « T'inquiète, lundi matin, le mec est dead. » Et lundi matin, je me réveille, notification Le Monde, le mec est dead. Incroyable. J'ai regardé mes mains trembler, senti un frisson parcourir mon échine. J'avais prédit l'avenir. Bon, j'avais de bons indices. Il avait 88 ans, il lui manquait un bout de poumon, et ça faisait quelques années qu'il était affaibli en chaise roulante. Ce qui reste toutefois cohérent quand on sait qu'il a choisi le nom de François en référence à Saint François d'Assise. Il était surtout malade depuis 2 semaines d'une pneumonie carabinée. Bref, si j'avais vraiment prédit l'avenir en annonçant sa mort au jour près, il y aura un certain nombre de bookmakers qui en auront fait de même. En fait, à l'instant où je prononçais ces mots, les cotes étaient à 1 contre 3 qu'on aurait bien un nouveau pape en 2025. Comprenez, de manière plus parlante et moins politiquement correcte, que le marché estimait à 34% les probabilités que François Ier casse sa pipe dans l'année en cours. Une probabilité qui va remonter immédiatement à 99-100% le lundi matin pour afficher une ligne enfin plate à l'image du cardiogramme du Saint-Père. Ce site-là qu'on voit, c'est Polymarket, probablement un des sites de paris en ligne les plus connus. C'est ce qu'on appelle un marché de prédiction, où les gens vont pouvoir parier de l'argent sur les issues d'événements réels. Par exemple, sur le site, là je peux parier pour savoir s'il y aura un conflit armé entre l'Inde et le Pakistan avant le mois de juin, ce que les gens estiment à 45%. Ou un niveau au-dessus, si l'Inde va envahir carrément le Pakistan avant juillet, où on est un peu plus prudent à 14%. Dans d'autres registres, les gens vont parier pour savoir si Elon Musk va lancer des robotaxis en Californie en 2025, 26% apparemment, ou encore si GTA 6 sortira avant ou après un potentiel cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Bref, que des trucs très bon enfant, de très bon goût, entourés de sujets tout aussi classiques comme le prochain gagnant de l'Eurovision, les présidentielles irlandaises, ou encore, blasphème ultime, l'identité du prochain pape. Dans quel monde vit-on? Qui ose parier d'abord sur la mort du pape, puis parier sur le prochain pape? Ignominie, Christos Anesti, Seigneur, aidez-nous à chasser les marchands du temple, honte, honte, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi !» Bon, ok, j'arrête. En fait, parier sur le prochain pape, même si vous allez avoir plein d'articles qui viennent pleurer que c'est pas bien, que la religion c'est sacré et qu'aujourd'hui on ne respecte plus rien, 21e siècle, siècle de décadence, sachez que parier sur le prochain pape, on fait ça depuis des siècles. Vraiment, ça fait presque partie du folklore traditionnel conclavique. Les modalités contemporaines des conclaves électifs, qui sont donc cet événement durant lequel les cardinaux de l'église catholique romaine élisent le nouveau vicaire de Jésus-Christ sur terre, remontent à 1274, au deuxième concile de Lyon, 6-9 latrique, tenu par Grégoire X. L'idée est alors de formaliser un peu tout le processus électif. Parce qu'avant ça, vu l'importance politique mondiale du représentant pontifical, les enjeux étaient tels que l'élection du pape était devenue un énorme bordel, où tout le monde essayait un petit peu d'influencer les cardinaux électeurs pour pousser tel ou tel candidat. En particulier la France, l'Espagne, les États italiens évidemment, et le Saint-Empire romain germanique, qui couvrait en gros l'Allemagne et le nord de l'Italie, faisaient des pieds et des mains pour pousser tel ou tel candidat qui serait plus favorable à leur monarque. Une pratique qui vous surprendra pas trop j'imagine, d'autant qu'on a vu actuellement Emmanuel Macron tenter un peu le même coup pour avancer la candidature d'un cardinal marseillais, Jean-Marc Aveline, en Big 2025. Bref, en 1271, dans un contexte de manœuvres politiques et d'enjeux spectaculaires dans une Europe où pouvoir politique et religieux sont encore intrinsèquement liés, l'élection de notre Grégoire X va durer près de 3 ans, les cardinaux étant incapables de tomber d'accord. Alors, face à cette gabegie, les autorités romaines décident d'emmurer les prélats, de retirer le toit de leurs pièces, histoire qu'ils aient bien froid et qu'ils prennent bien la flotte, et carrément de les mettre au pain et à l'eau, d'où l'expression consacrée, histoire qu'ils se décident un peu plus vite. Probablement traumatisé par ce désastre, une fois intronisé, le petit Grégory va donc instaurer dans le droit canon une forme d'élection pontificale où les cardinaux seront enfermés et au pain et à l'eau s'ils dépassent les 5 jours de tractation. C'est l'instauration de ce qu'on appelle la bulle pontificale, ou ubi periculum, c'est-à-dire la méthode du conclave. Bon, les 3-4 papes suivants suspendront cette méthode, avec les conséquences qu'on imagine, et donc de nouvelles élections très très longues. Et la méthode sera finalement réinstaurée par Célestin V à la fin du XIIIe siècle, et définitivement adoptée jusqu'à nos jours. Alors certes, il a fallu protéger les cardinaux des influences extérieures pour assurer qu'ils puissent prendre une décision déconnectée autant que faire se peut des pressions politiques. Mais, une autre raison majeure à cette bulle pontificale,
c'est le marché de la prédiction. Au XVIe siècle, là où le phénomène est le mieux documenté, le système des paris autour de la curie était complètement démentiel. On pariait sur tout et n'importe quoi, sur les moindres gestes del Papa. Les paris les plus populaires et les plus courants traitaient de la nomination des prélats, des cardinaux, qui étaient généralement annoncés au mois de décembre. Alors, toute l'année, l'ensemble des citoyens de Rome, de toute classe sociale, de toute génération, misaient des sommes considérables sur ces futures nominations. Et tout se faisait via un système bien organisé. On avait des courtiers, en collaboration avec les banques romaines, qui parcouraient la cité pour récupérer les sommes, distribuer les gains, et un système d'information, sous la forme d'avisos, de courriers, de bulletins, était en place pour capter et distribuer le moindre indice sur les potentielles nominations. Évidemment, plus on montait dans la hiérarchie papale, plus les sommes jouées étaient importantes. On pariait ainsi sur la durée des pontificats, comprenez la mort des papes, ou même sur les voyages du souverain catholique. Par exemple, le grand sujet de 1584, c'était de savoir si Grégoire XIII allait oui ou non faire un petit séjour dans sa ville natale de Bologne. Les courtiers jaugeaient quand il allait y aller, pour y faire quoi, combien de temps il allait y rester. Après, évidemment, la pratique la plus populaire était de parier sur l'issue des conclaves. On pariait en permanence sur le prochain pape. Mais alors, quand l'actuel venait à rejoindre son N+1, la ville entrait en effusion. On étudiait tous les candidats, les fameux papabilles, leurs personnalités, leurs amitiés, leurs alignements politiques. Et au cœur de tout ça, on retrouvait les banchi, les banques et comptoirs de change du district financier, idéalement situés à proximité du Vatican et du ghetto juif de Rome, dont les marchands étaient les seuls autorisés à pratiquer certaines activités financières interdites par la loi catholique. À ces locaux s'ajoutait une cohorte de marchands florentins, venus grossir les rangs d'une armée de courtiers prêts à empocher les mises des Romains enivrés de Paris. Et toute cette folie du pari, de la loterie, qui rappelle sans caricature une nouvelle d'un de mes auteurs préférés, La loterie à Babylone, de l'argentin Jorge Luis Borges, elle allait évidemment influencer sur l'élection elle-même. Tout d'abord, parce que les cardinaux avaient intérêt à parier eux-mêmes sur l'élection, parce qu'ils disposaient de plus d'informations que le Pékin lambda, et puis ensuite, parce qu'il y avait tellement d'argent en jeu que les banques, les courtiers et autres puissants ayant des intérêts financiers cherchaient à influencer le résultat des élections elles-mêmes. Il y eut des cas très médiatisés de rumeurs instigées contre tel ou tel favori, allant même jusqu'à inventer de faux décès surprises, ou encore plus impressionnant, l'élection du cardinal Reginald Pole, qui fut sabotée en 1550 par l'intrusion des banquiers, courtiers et marchands de soie dans la bulle pontificale pour empêcher son sacro-saint siège. Un véritable bordel, vous dis-je, la loterie à Babylone. Et le XVIe siècle, c'était pas le début. Parier sur la vie des papes fut par exemple interdit dès 1419 à Venise, démontrant ainsi l'ancienneté de cette pratique. Et au fil des siècles, on observe cette persistance de la prédiction papale, avec notamment des nouvelles mesures qui sont prises en permanence pour protéger toujours un peu plus les cardinaux, genre épaissir les murs de la pièce où se tient le conclave pour pas qu'on puisse parler au travers, et surtout on va tenter par de nombreuses lois successives d'interdire le jeu. Toujours sans succès. L'ambassadeur vénitien Matteo Dandolo écrit même en 1550 « Par pitié Dieu, que notre pape soit créé au sein du conclave et non pas sur le marché des courtiers. » Les souverains pontificaux successifs émettront nombre décrets, excommuniant les courtiers, vouant les paris aux gémonies, avec pour seul succès la clandestinisation de ces activités. Ils ne parviendront jamais à en éteindre la flamme. En 1903, la grande loterie pour la mort du pape Léon XIII était carrément organisée par l'État italien. Sans déconner. Bref, cessons nos cris d'orfraie. Polymarket, ça n'a rien de nouveau. Les paris à grande échelle, sur les résultats sportifs comme sur la destinée du monde, c'est aussi vieux que l'humanité elle-même. C'est la loterie à Babylone. On continue de faire semblant de s'émouvoir d'une pratique qui est la directe continuité de ce qu'on fait depuis des siècles. La plateforme web a juste remplacé le courtier florentin et les réseaux sociaux la rumeur qui court sur la plaza. Mais alors, la question qui reste, c'est est-ce que la loterie, ça peut nous permettre de prédire le résultat d'un événement ? Si on parle du marché de la prédiction, est-ce que justement, comme j'ai prédit la mort de François Ier, le marché est capable de prédire l'avenir ? Bon, Polymarket, ça existe depuis 2020, mais le site a surtout été sous les projecteurs récemment en ayant prédit la victoire de Trump en novembre 2024. C'est-à-dire que sur les marchés de la prédiction, comme par exemple Polymarket qu'on a déjà beaucoup cité et qui fonctionne sur la blockchain, mais aussi sur d'autres comme Chalky qui est régulé, ou encore Manifold Market, en bref, sur toutes les plateformes concurrentes, en pariant, les gens vont déterminer des probabilités, des cotes, qui seraient apparemment meilleures que ce qu'on obtient avec d'autres méthodes de prédiction. En particulier, si on parle d'élections, il semblerait que les marchés prédictifs soient meilleurs que les sondages. En gros, si au lieu de demander aux gens « pour qui tu vas voter ?», on leur demandait « qui tu penses qui va gagner ?», on aurait des chances plus élevées de déduire le bon résultat. En l'occurrence, les marchés prédictifs donnaient largement l'avantage à Trump, à peu près 60%, alors que les sondages étaient très serrés. Le point de vue est résumé par cette phrase, prononcée par un économiste américain dans un article de CNN, « Les marchés financiers sont généralement efficaces, et l'observation semble suggérer qu'il en va de même pour les marchés prédictifs. » Parce que la logique derrière cette affirmation,
c'est que contrairement à un sondage, les gens qui répondent, qui parient, ont un intérêt direct, financier, à parier pour le bon cheval. Leur but, c'est pas de briller socialement, de se donner un genre, de dire ce qu'ils devraient dire, mais bien de trouver la bonne réponse pour gagner une récompense, de l'argent. Et plus ils vont être en minorité, à tabler sur des cotes basses, plus ils vont gagner de sous par rapport à leur mise, ce qui évite que les gens se remettent à l'avis de la majorité. En plus, à cela, on peut associer le principe de la sagesse des foules de Galton. Vous savez, c'est une histoire assez connue. Francis Galton, un statisticien britannique, a malgré lui démontré qu'un groupe d'ignards va tout ensemble être plus malin qu'un seul expert. À la base, Galton, qui est un bon aristocrate anglais de merde, cherchait plutôt à montrer l'inverse, que les prolos étaient trop cons pour donner une bonne estimation du poids d'une grosse vache au salon de l'agriculture, et que même s'ils étaient très nombreux, ils n'arriveraient pas à faire mieux qu'un spécialiste de la vache. Le problème pour lui, c'est que son expérience a montré l'inverse. Si chaque bouseux était moins bon que le professionnel, en faisant la moyenne des réponses données, on obtenait un bien meilleur résultat que celui du spécialiste. En fait, les erreurs d'estimation de tout le monde se compensaient suffisamment pour donner une excellente prédiction. Galton et d'autres après lui comme James Surowiecki, qui reprend le concept à son compte, mentionnent 3 conditions nécessaires qui permettent à ce phénomène de se produire. D'abord, c'est la diversité de l'échantillon, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de biais dans les avis, qu'on ait des gens de tous horizons pour qu'ils puissent se tromper raisonnablement. Deuxièmement, qu'ils puissent exprimer leurs avis librement, sans qu'il y ait une influence externe qui vienne leur interdire des choses ou les conseiller. Et enfin, ensuite, il faut que les réponses soient non filtrées, qu'on prenne l'ensemble des réponses pour faire la moyenne. Et c'est tout. Alors, clairement, dans notre cas de marché prédictif, c'est une première critique qu'on peut faire si, sur l'indépendance et l'absence de filtre, on semble être à peu près bon, on va clairement avoir un biais sur la typologie des personnes qui utilisent ce type de plateforme. Rien que par exemple du fait que ce soit une pratique quasi exclusivement masculine. Mais globalement, on comprend qu'on se trouve à peu près dans ce cas de figure, celui des prolos qui doivent deviner le poids du bœuf, sauf qu'en plus là on leur dit que s'ils sont bons, ils vont gagner le bœuf, histoire d'ajouter une petite motivation à trouver la bonne réponse. C'est le retour du grand mythe de l'acteur économique rationnel, qui est forcément pertinent puisqu'il cherche à maximiser ses gains. En plus, avec les cotes basses qui sont plus récompensées, mécanisme classique du pari, on va pas s'en remettre à l'avis dominant, on va plutôt chercher à exprimer sa réelle prédiction personnelle, de manière indépendante. On a juste envie de trouver la bonne réponse. Tout ça semble parfait, et expliquer pourquoi le marché a su prédire les dernières élections américaines, ou d'autres événements que les autres pensaient improbables. Sauf que voilà, moi, quand je fais ce comparatif, je me rends compte qu'il manque quand même un élément principal, et pas des moindres. Notamment quand on me dit que les marchés prédictifs sont meilleurs que les sondages, je trouve ça un peu débile. Mais pour vous montrer ça, j'aimerais qu'on revienne à notre histoire de conclave, et voir si justement, sur toutes ces années, le marché prédictif a pu prédire le prochain pape. Nous n'allons pas faire durer le suspense, non, le marché prédictif pontifical n'est pas très efficace. Il est même particulièrement nul, au point qu'il ne fait pas mieux que le hasard. Et je m'appuie pour ça sur un excellent article de Leighton Williams et David Payton, intitulé « Prédiction des résultats des décisions en huis clos », étude de 500 ans de paris sur les conclaves papaux. Cette étude, menée en 2015, a analysé les données disponibles sur plus de 5 siècles de paris autour des conclaves, et en particulier celui de 2013. En effet, avant d'être élu pape, François Ier, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, n'était clairement pas le favori sur les plateformes de marché prédictif, comme par exemple Betfair sur lequel s'appuient les chercheurs. Il ne figurait en fait même pas dans le top 5 des cotes, même à la fin du processus, alors que de nombreuses suites, assez fiables dans les médias spécialisés sur le Vatican, indiquaient dès le 3e jour du conclave que le Lionel Messi du Saint-Esprit était bien placé pour soulever la coupe. Et ce constat vaut aussi pour les siècles précédents. Certes, il y a des exemples où le favori l'emporte, mais c'est loin d'être la majorité des cas. En 1903, tout le monde pariait sur la victoire du Sicilien Rampol, mais finalement, un veto de l'empereur d'Autriche renverse la table et conduit le cardinal romain Giuseppe Sarto à devenir Pie X. En 1978, Jean-Paul Ier est un tel outsider qui ne figure même pas dans les registres de Paris, et même scénario pour son successeur Jean-Paul II, notre fameux Jan Pavel II, qui n'était qu'un illustre anonyme au moment de son élection. Si on remonte plus loin, on a même l'exemple d'Adrien VI, qui a été élu en 1522 sans même être présent au conclave, et par conséquent, il était complètement indétectable des courtiers. En réalité, les marchés conclaviques n'ont anticipé correctement les choix du Saint-Esprit que lorsqu'il s'est rangé au consensus médiatique, aux candidats déjà identifiés de longue date. Il n'a jamais été en mesure de prédire autre chose que ce que les banquiers ou les journalistes avaient déjà décidé comme résultat. Et sans mauvais jeu de mots, cet échec des marchés prédictifs, il était complètement prévisible. L'élément central qui conditionne l'efficacité d'un marché prédictif est ici sous sa pire forme, l'information. On a d'abord une asymétrie radicale de l'information. Le conclave est littéralement une chambre close, verrouillée, où seules quelques personnes savent et sont isolées du monde extérieur. Les insiders sont matériellement muets, on a quand même fait un certain nombre de réformes pour s'en assurer, et les outsiders n'ont a priori que des rumeurs pour guider leurs décisions. Faut voir qu'ici, notre histoire d'intelligence collective et de poids du bœuf, ça marche pas vraiment. Pour prédire le prochain pape, il faut d'abord de la disponibilité d'informations.
mais également une capacité à l'analyser. Ça semble relativement facile entre plusieurs gros bœufs de pointer celui qui pèserait le plus lourd, alors qu'entre papabilé, ça me semble être une autre affaire. Il faut connaître les dynamiques de pouvoir au Vatican, les courants politiques qui s'affrontent dans l'Église, les évolutions à l'œuvre entre le centre et les périphéries du catholicisme. Puis il faut être capable de comprendre l'impact de l'appartenance de tel personnage à telle communauté spirituelle, le poids de certaines affaires de pédocriminalité par rapport à d'autres. Et puis il faut connaître tous les participants, car on a bien vu que les cardinaux ont tendance à choisir le profil qui colle aux exigences du moment, plutôt qu'au profil médiatique que les journalistes et courtiers vont retenir. Bref, c'est une expertise à part entière. Et les gens qui parient, ils n'ont pas forcément cette expertise. Donc ils vont non seulement avoir moins d'informations que ce qui est réellement disponible, mais en plus, ils ne seront pas en mesure de sélectionner les bonnes informations, ni d'en tirer les bonnes conclusions. Parce que c'est quand même fou notre histoire de François Ier. Les chercheurs relatent que dès le premier vote du conclave, la Stampa, un journal italien très informé de ce qui se passe dans la curie, fait fuiter les résultats, où l'Argentin figure en bonne place. Et ce journal est très estimé des connaisseurs, l'information était fiable. Pourtant, rien ne bouge sur les cotes, il est toujours invisible. Deuxième vote le lendemain, nouvelle fuite sur le Twitter de Vatican Insider. Plus que 3 candidats seraient en lice, dont Bergoglio. Il faut attendre que ce soit The Guardian qui reprenne l'info pour qu'enfin les cotes commencent à bouger et à identifier celui qui deviendra François Ier. Avant cela, pendant tout ce temps, le grand public continuait à se focaliser sur les mêmes, sur Taglay, Scola ou Ouellet, des profils bien plus médiatiques qui semblaient cocher les cases des papabili, les papables, un concept qui visiblement ne sert qu'à ne pas se faire papabiliser. Bref, les marchés prédictifs ne prédisent rien. Ils transforment de l'information disponible en un avis moyen, souvent avec une très mauvaise efficacité pour sélectionner et analyser cette information. Quand les marchés ont prédit l'élection de Trump mieux que les sondages, faut bien voir qu'au final c'était des gens qui se basaient sur les sondages. Des sondages qui, comme on l'a dit, étaient extrêmement serrés et ne donnaient pas vraiment Kamala Harris gagnante. Et comme l'échantillon des gens qui parient en ligne est plus majoritairement conservateur, plus majoritairement républicain, ils avaient un biais qui les poussait à favoriser Trump. C'est pas une prédiction magique du marché, ça s'explique. Ils ont même techniquement dégradé la qualité de l'information. Pour revenir à Galton, c'est comme si, à la place de demander le poids du bœuf à une foule, c'est-à-dire un contexte où l'information est simple, déjà triée, disponible sous leurs yeux, on leur demandait de prédire le résultat d'une expérience de physique quantique en leur donnant la moitié des hypothèses, dont des hypothèses fausses, c'est clairement pas transposable. Un expert dans des cas complexes fera statistiquement plus souvent mieux qu'une foule mal informée. Un peu comme moi quand j'ai prédit la mort du pape, hein. C'est juste que je suis très fort en santé médicale des papes et qu'il y avait suffisamment d'infos dans la presse pour savoir que le patron n'en avait plus pour très longtemps. Et malgré cette situation, les gens continuent de parier, parce que plus c'est opaque, moins le résultat est évident, plus les gains potentiels sont grands et plus ça excite la spéculation. Alors, sur cette chaîne, quand on fait la critique des marchés financiers, on évoque généralement leur incapacité à optimiser les bons indicateurs. En cherchant à maximiser le profit ou la rentabilité avant l'impact positif ou la durabilité ou le long terme, les marchés prennent de mauvaises décisions. C'est des sujets qu'on a déjà vus dans pas mal de vidéos. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de par leur nature spéculative, les marchés sont également mauvais même pour estimer ces mêmes indicateurs de profit. Car quand les gens investissent en achetant des actifs financiers sur les marchés, ils ne font rien d'autre que de faire un pari, une prédiction. Ce bout d'entreprise que j'achète va générer du profit et donc des dividendes. Ou alors, je considère que dans le futur, l'entreprise sera plus profitable qu'elle ne l'est actuellement, donc je l'acquiers avant que son prix n'augmente. C'est ça qui fait que les prix qu'on observe sur les marchés, et par extension les capitalisations des entreprises qui dirigent notre monde, sont beaucoup plus basées sur des prédictions que sur des réalités tangibles. C'est pour ça aussi qu'on a des boîtes comme Tesla qui peuvent avoir des capitalisations complètement débiles, avec par exemple 10 fois la valeur de General Motors, alors que son chiffre d'affaires ne vaut même pas le quart, juste parce que les gens pensent que peut-être, dans 10 ans, ça vaudra plus. Et cette nature d'abord spéculative des marchés, on peut l'avoir d'autres manières, hein. Simplement quand on regarde le marché réagir à de nouvelles informations de manière parfois abrupte et complètement irrationnelle, tout simplement parce que les investisseurs, la majorité des investisseurs sont mal informés et ne savent pas analyser ces datas. Et malgré tout, les gros capitaux jouent, parce que justement, quand il y a du swing, quand ça bouge, il y a du pognon à se faire, comme à la loterie. On réfléchit moins à ce qu'une news veut réellement dire, plutôt qu'à la manière dont le marché va réagir. On étudie plus la psychologie des parieurs que la réalité elle-même. Et c'est ce monde qui nous gouverne. Il est grand temps d'arrêter de croire à la rationalité économique du marché, et de reconnaître qu'il ne vaut pas mieux que la loterie à Babylone. Il est temps de reconnaître que nos adversaires sont nuls, alors à nous de continuer à bien nous informer et à promouvoir l'éducation populaire si on veut reprendre le dessus. Parce que de toute manière, au casino, la seule personne qui gagne, c'est le casino. Voilà, c'est tout pour moi pour ce petit épisode. J'espère que ça vous aura plu et que le nouveau pape, qui est sûrement élu à l'heure où cette vidéo sort, sera au niveau des défis qui attendent le monde et que ce sera pas un gros connard. Moi perso, j'ai aucune idée de qui ce sera, je suis spécialisé dans les décès. En tout cas, si vous voulez soutenir mon travail, laissez un petit like, partagez et surtout le commentaire, ça fait plaisir. N'oubliez pas de bien regarder qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi ! Je représente le Christ ! Je représente le Christ !» C'était Alcide pour Sortie d'usine. Alithos Akelios.